Netflix, Canal+, Prime Video, Salto, Disney+. Les plateformes SVOD se multiplient mais rien ne change. Vous vous demandez toujours quoi regarder ? Télé Loisirs vient à votre rescousse chaque semaine dans À la demande, le podcast qui vous permettra de lancer le bouton play en toute sérénité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À la demande, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré aux plateformes SVOD. Je suis Laurence Gallois et j'ai le plaisir de vous accompagner pour les 2 derniers numéros pour fêter ensemble le passage à la nouvelle année. Nous avons passé beaucoup de temps ensemble à parler de nouveautés, décortiquer le final de La Casa de Papel, la saison 2 d'Emily in Paris, évoquer les phénomènes comme Squid Game ou Succession et vous proposer chaque semaine de nouveaux programmes à découvrir sur les plateformes. Mais avec le nombre de nouveautés qui sortent chaque semaine sur Netflix, Canal+, Prime Video ou encore Disney+, et Salto, il nous est impossible de parler de tout. Alors, on a eu envie de s'arrêter sur nos coups de cœur de l'année, ceux que nous n'avions pas encore eu le temps d'évoquer avec vous. Tout au long de cet épisode, des journalistes de la rédaction de Télé Loisirs vous emmènent donc à la découverte de 10 programmes à rattraper sur Netflix, si vous cherchez quoi regarder pendant les vacances de Noël. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est le gros film de Netflix pour la fin de l'année 2021, la comédie Don't Look Up, dans laquelle 2 astronomes pas très crédibles veulent prévenir l'humanité d'une probable fin du monde. Le film réunit notamment Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep ou encore Cate Blanchett, un casting qui a forcément séduit notre fou de cinéma Thomas Colpart. Waouh, mais quel film de dingue! Le casting complètement fou, la palme à Meryl Streep, hilarante trompette, plus vrai que nature. Pour l'instant, je propose qu'on patiente et qu'on avise. Tout le monde en prend pour son grade dans cet Armageddon tellement 2021, avec ses fake news et ses complotistes de tout poil. C'est drôle, c'est grinçant, un peu effrayant, et surtout très très bien vu. Si la fin du monde est pour demain, eh ben on est mal embarqué. On reste dans le cinéma avec le coup de cœur de Stéphanie Fuso pour The Guilty, dans lequel un officier de police tente de sauver une femme victime d'un kidnapping. Et non, Jake Gyllenhaal n'est pas l'unique raison pour laquelle Stéphanie Fuso a appuyé sur le bouton play. En 2018, j'allais voir par hasard le thriller The Guilty au cinéma et j'ai pris une petite claque. Filmé dans une unité de lieu, le siège de l'équivalent du 911 danois, il suit pendant précisément 1h28 les efforts d'un agent pour venir au secours d'une femme en danger et se conclut sur un twist final qui m'a cloué sur place. Alors quand j'ai su que Netflix, peu coutumier du fait, en faisait un remake, ça a piqué ma curiosité. Pour être honnête, le fait que Jake Gyllenhaal interprète le rôle-titre a lourdement pesé dans ma décision. Que voulez-vous, on ne se refait pas, je suis une midinette. Cette adaptation américaine est-elle à la hauteur de son modèle ? On peut dire que oui. En ajoutant à son héros une dimension encore plus humaine et en accentuant ses fragilités, cette intrigue très psychologique joue sur l'intensité du jeu de Jake Gyllenhaal et joue avec de nerfs. Quant à la fin, elle ajoute un petit twist en plus qui fait que l'on est surpris même quand on a déjà vu le film original. The Guilty version Netflix, qui nous rappelle qu'il faut toujours éviter de se fier aux apparences, est un thriller captivant, mais aussi plein d'émotions qui m'a complètement immergée dans cette histoire tragique. Et que je vous conseille de regarder un soir d'hiver, dans le silence le plus total. Place maintenant aux séries avec 4 propositions très différentes. On démarre avec Maid, qui a fait sensation cette année sur Netflix, l'adaptation d'une histoire vraie qui voit une jeune mère célibataire se faire embaucher comme femme de ménage. Anne Lenoir nous raconte pourquoi Maid l'a tant émue. J'ai vraiment adoré Maid. D'abord parce que c'est une histoire vraie, ensuite parce qu'elle est super bien écrite. Vu le sujet, on aurait pu craindre alors qu'elle soit très pathos, très larmoyante, mais pas du tout. On est toujours sur le fil et elle reste toujours du bon côté. L'histoire est vraiment très poignante. Alex, l'héroïne, est jouée par Margaret Qualley. Personnellement, j'avais jamais vu. Et elle est vraiment géniale dedans. Elle est exceptionnelle, c'est la révélation de la série. J'ai été admise à la fac. Je voulais devenir écrivaine, mais je suis tombée enceinte. Aujourd'hui, je suis mère célibataire. Il faut savoir qu'elle est la fille d'Andie MacDowell. Et que Andie MacDowell joue elle-même la mère d'Alex dans le film. Et toutes deux, elles crèvent vraiment l'écran. Les scènes qui les unissent sont vraiment exceptionnelles. Et l'autre intérêt de la série, selon moi, c'est que la série parle de cette violence indicible, la violence verbale, l'emprise que peut avoir un homme sur une femme dans un couple et sans que l'entourage s'en méfie, en fait. Et tout ça est hyper bien traité. C'est pour ça que, pour moi, la série, en fait, est restée à mon esprit bien après la fin. Et c'est pour ça que je la recommande.
Changement de registre avec Midnight Mass, la nouvelle série de Mike Flanagan, le créateur de The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor. À découvrir si vous avez envie de frissonner comme Ophélie hier. Midnight Mass, ce n'est pas qu'une ambiance horrifique, avec cette créature que l'on devine mais que l'on ne voit pas tout de suite et qui survole cette petite île de Nouvelle-Angleterre, où ses habitants ont un comportement de plus en plus étrange. C'est surtout une grande réflexion sur la rédemption, la foi, qui peut nous aveugler au point de dépasser le raisonnement scientifique, sur la communauté qui, sous couvert d'altruisme, peut aussi accentuer la solitude. Des notions qui font écho à certaines actualités. Bref, Midnight Mass, c'est une série qui, comme souvent chez Mike Flanagan, va au-delà des apparences et qui s'avère bien plus lumineuse qu'elle n'y paraît. Un vrai petit bijou, si l'on aime le gothique. Après les frissons, place à la vengeance avec La Reina del Flow, une telenovela colombienne dans laquelle une musicienne décide de se venger de ceux qui l'ont envoyée en prison. Une histoire qui a plu à Lila Ishan. Alors au début, la série, elle ne me tentait pas du tout. Et puis, je me suis lancée. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu long avant que l'intrigue principale démarre. D'ailleurs, je vous recommande de regarder au moins les 5 premiers épisodes. Parce qu'une fois lancé, vous allez plus pouvoir vous arrêter comme moi. J'ai adoré suivre les aventures de Yemi, Juancho et Charlie Flo, pour parler que du casting principal. Et ce que j'ai aimé, c'est le mélange entre les histoires de vengeance, de narcotrafiquants et du business de la musique, plus précisément du reggaeton. Et alors oui, il y a beaucoup d'inégalités au niveau des jeux des acteurs, mais un peu comme pour les téléfilms de Noël, c'est pas pour ça qu'on regarde. Donc si vous aimez un minimum le reggaeton, parce que ça prend quand même une grande place, vous allez entendre très très souvent les mêmes chansons, et que vous aimez aussi les histoires d'amour et de vengeance, foncez parce que vous allez être servi. Et enfin, la dernière série de notre sélection nous vient d'Inde. Elle s'appelle Aragnac, les secrets de la forêt et voit 2 flics mal assortis tenter de résoudre une affaire de meurtre, le tout sur fond de magouilles et de mythes. Il en fallait plus pour rebuter Anne-Laure de Paris qui a découvert cette série coup de cœur par hasard. Aragnac, les secrets de la forêt, c'est l'archétype du polar ultra efficace qu'on dévore en un week-end ou même en une soirée pour les plus gourmands. C'est rythmé, il y a beaucoup de suspense, un peu d'action, le scénario est riche et on retrouve tous les ingrédients du genre. Un meurtre vraiment mystérieux, là il s'agit de celui d'une touriste adolescente, des personnages intrigants, un environnement dépaysant avec en toile de fond des magouilles politiques et un aperçu de la société indienne, tiraillée entre tradition et modernité, et puis surtout 2 flics, un homme et une femme, que tout oppose et qui vont devoir faire équipe et qui ont chacun un lourd secret. Alors, dit comme ça fait très cliché, mais en fait, ces 2 personnages ne sont pas caricaturaux et les acteurs sont excellents. Ce sont 2 stars du cinéma et de la télé indienne, Ravina Tandon et Parambrata Chatterjee, qui jouent l'inspectrice Kasturi et son remplaçant, Engad. Je ne connaissais pas ces acteurs, je n'avais jamais regardé de série indienne avant. Et là, j'espère vraiment qu'Aragnac, les secrets de la forêt aura une suite, parce que je ne me suis pas ennuyée une seule seconde devant les 8 épisodes de cette première saison, que je vous recommande donc chaudement. Place ensuite au documentaire. Pour les amateurs de musique, vous apprendrez beaucoup de choses sur la jeune chanteuse Angèle en regardant le documentaire qui lui est consacré sur Netflix. Notre journaliste Marine Yelch vous dit pourquoi il vaut le détour. Même si certains trouveront bizarre de faire un film sur une artiste aussi jeune, sans le recul nécessaire qu'on peut avoir sur sa carrière, personnellement ça m'a permis de mieux la comprendre. J'ai beaucoup aimé la forme, c'est vraiment construit comme une sorte de journal intime où on découvre bien plus que l'artiste, puisqu'on apprend surtout à connaître la femme qui se cache derrière la chanteuse, ses peurs, ses angoisses et ses doutes. C'est hyper bien documenté puisqu'il y a énormément d'images d'archives où on la voit à tous les âges de sa vie. Et il y a aussi beaucoup d'interviews de ses proches. Mention spéciale d'ailleurs à sa grand-mère qui est ultra mignonne et qu'on adore. J'ai trouvé Angèle hyper touchante dans son discours et assez sans filtre finalement. Elle aborde notamment la célébrité de ses parents et de son frère et comment elle a réussi à se construire autour de ça. Mais elle parle aussi de sujets qui peuvent être plus tabous, comme son orientation sexuelle et particulièrement son coming out forcé. Mais aussi l'accusation d'agression sexuelle de son frère, Roméo Elvis. Bref, j'ai trouvé qu'elle ne laissait rien de côté. Je rêve de liberté. Je rêve d'être entourée des bonnes personnes. Je rêve de grandir et d'apprendre de mes erreurs. Et on se met aussi beaucoup à sa place parce que derrière tous les avantages qu'apporte la célébrité, ça doit pas être si simple d'être propulsé sur le devant de la scène aussi jeune et aussi rapidement. Donc c'est un documentaire à voir pour les fans d'Angèle, mais aussi pour ceux qui sont moins fans, parce qu'il n'y a pas meilleur moyen de découvrir l'artiste et de comprendre la femme qu'elle est. Julien Thomas, lui, est plutôt passionné de sport et il a regardé pour vous le documentaire L'envers du sport. Il raconte les coulisses de plusieurs disciplines, comme le basket, la boxe ou le tennis, et dévoile la face cachée de grands événements sportifs avec à chaque fois des récits forts.
Si vous aimez les documentaires sportifs, je vous conseille vraiment d'aller voir L'envers du sport sur Netflix. Vous serez pas déçus, ça raconte que des histoires fortes, des histoires humaines avant tout. J'ai particulièrement été marqué par l'épisode sur Mardy Fish, un joueur de tennis de top niveau mondial, mais dont la carrière a complètement déraillé parce qu'il a connu des crises d'angoisse en dehors et sur le terrain. Ça l'a notamment empêché de jouer un match contre Roger Federer à l'US Open. Et voilà, le joueur raconte ça avec le recul, avec beaucoup d'émotion, de lucidité. C'est vraiment prenant. C'est rare de voir des sportifs se livrer comme ça. Donc vraiment, je vous conseille L'envers du sport sur Netflix. Pour terminer, place aux émissions et divertissements et un programme un peu inclassable comme Tiger King dont la première saison avait beaucoup fait parler. Notamment pour son personnage principal, un gardien de zoo controversé et haut en couleur. La saison 2 est arrivée cette année sur Netflix et Stéphanie Fuseau l'attendait avec impatience. Imaginez un mélange entre Johnny Hallyday et un cow-boy ringard du fin fond de l'Oklahoma. En mars 2020, Tiger King, série documentaire à mi-chemin entre un fait divers et une émission de télé-réalité, faisait les présentations avec Tiger King, alias Joe Exotic. Avec son mulet, ses fringues tout droit sorties de ce qui se faisait de pire dans les années 90 et ses clips indescriptibles, que je vous conseille d'aller voir sur YouTube, cet étrange bonhomme à la tête d'un parc animalier fait de briques et de broc, abritant de pauvres félins maltraités, m'avait plongé entre fou rire et sidération. À deux doigts de m'acheter un t-shirt à l'effigie de Tiger King, je rongeais mon frein en attendant la suite qui est enfin là, plus d'1 an et demi après. Dans Tiger King 2, Joe Exotic est comme ces tigres, en cage, derrière les barreaux d'une cellule. S'il prête moins à rire, ces nouveaux épisodes gardent un côté improbable, comme la quête de Joe pour être gracié par Donald Trump avant que ce dernier ne quitte ses fonctions, et gardent un aspect fascinant lorsqu'il traite notamment de Carole Baskin et des soupçons qui pèsent sur elle pour le meurtre de son premier mari. On retrouve aussi la troupe du zoo et le docu-série approfondit des sujets développés dans le premier opus. Tout ça est ultra trash, malaisant, pire qu'en saison 1, mais j'avoue, j'ai encore été complètement hypnotisée. Et maintenant, j'attends la suite. Allez, un peu d'amour pour finir. L'amour est aveugle, dit-on. C'est le concept en tout cas de ce format de speed dating dans lequel les prétendants peuvent se parler mais pas se voir avant de se demander en mariage. Un concept qui a séduit Émilie Flores et elle nous dit pourquoi. Vous vous dites encore une télé-réalité de dating ? Oui, mais cette émission est plutôt addictive. Pour une fois, on n'abandonne pas les téléspectateurs au moment de la grande rencontre. Là, on va suivre les candidats dans leur vie quotidienne, leur nouvelle vie à deux, et forcément, il va y avoir des surprises. Les caractères vont se révéler, il va y avoir de la jalousie, des disputes, et en plus, la famille va s'y mêler. Mais ce qui étonne les candidats, c'est qu'il y a une grosse différence entre la personne dont on rêve être et celle qu'on est réellement dans la vie quotidienne. Mais ces candidats vont tout faire pour rester en couple, ou en tout cas pour prouver que son partenaire est son âme sœur. Ce que j'apprécie dans cette émission, c'est que jusqu'au dernier moment, on ne sait pas qui va dire oui ou non le jour du mariage. Et il y a d'énormes surprises. Et c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que vous partagerez nos coups de cœur. Toute l'équipe du podcast À la demande et de la rédaction de Télé Loisirs se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Rendez-vous en 2022 pour un nouvel épisode À la demande et toujours plus de nouveautés sur les plateformes. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.